Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pays. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. On se retrouve encore une fois cette semaine. Nous sommes vendredi, c'est le moment de tout laisser choir et de se donner un peu d'air, histoire de se revigorer. Et Diaspora FM a trouvé le moyen de vous offrir, et bien sûr, la meilleure façon de se reposer, de pousser le ouf de soulagement de la semaine, en suivant évidemment l'actualité et le décryptage de l'actualité des faits et bien sûr de la semaine. Cette semaine, on a assisté et bien sûr à la levée des sanctions contre les pays de l'AES. Je veux parler du Niger, je veux parler du Mali, je veux parler du Burkina Faso. Le Bénin a ouvert ses frontières avec le Niger, mais malheureusement, le Niger reste indifférent, rien n'a bougé de l'autre côté. Et bien sûr, on va en parler aujourd'hui sur votre émission Point 7, qui accueille aujourd'hui dans son studio Alphonse Moïse Soulé, bonjour. Bonjour à vous, chers confrères, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes journaliste, analyste politique patenté, il faut le dire. Face à vous, Ishola Djingé, le presque inavouable de cette émission. Bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, je salue mon cher aîné Moïse Soudé et je salue également les auditeurs et auditrices de la diaspora, n'est-ce pas, FM. Et je les salue avec commodité et déférence. Nous sommes encore là et c'est un réel plaisir d'être là pour discuter, cogiter, n'est-ce pas, décrypter les faits qui ont marqué l'actualité durant cette semaine et qui tire, n'est-ce pas, vers sa fin. Merci d'être toujours là, Richard Adjiguin avec d'autres, et bien sûr, et chaque fois cet exercice qui n'est pas facile, il faut le dire. Il faut bouquiner, il faut chercher, il faut fouiller pour pouvoir apporter le meilleur à nos auditeurs. Alors, Alphonse Moïse Soulé, je vous sais féru des questions internationales, des questions qui échappent évidemment à nos frontières. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO. Dites-nous, comment avez-vous accueilli finalement cette levée de sanctions contre le Niger à laquelle tout le monde appelait? On dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Malheureusement, la décision qui avait été prise dans la précipitation parce qu'on avait envie de régler des comptes avec ces jeunes militaires qui se sont emparés du pouvoir au Niger, on n'a pas réfléchi aux conséquences. Parce qu'on a dit, le président béninois parle de CEDEAO des peuples, la libre circulation des personnes et des biens. On aurait pu, à mon avis, épargner le peuple nigérien des sanctions qu'on lui a infligées. Et le peuple béninois aussi, parce que beaucoup des nôtres ont subi des contre-coups, des coups durs par rapport à cette sanction-là. Économiquement, on voit les conséquences sur le terrain. Le trafic s'est arrêté, le commerce entre ces deux États s'est arrêté et rien n'y fit. Il y a eu d'énormes pertes parce que vous savez, il y a des denrées périssables et quand vos denrées sont bloquées à la frontière, au-delà de cet délai, vous ne pouvez plus les récupérer. Vous êtes obligé de les jeter et ça, c'est des pertes pour les uns et les autres. C'est vrai que les conséquences ont été désastreuses pour les deux nations, parce que vous savez, le peuple nigérien fait beaucoup de commerce avec le peuple béninois, notamment quand vous prenez par exemple l'oignon, nos parents sont desservis par le Niger. Et il y a autre chose, le Niger n'ayant pas de port, passait par Cotonou, ces marchandises transitaient. Donc, quand on a pris la décision de fermer la frontière, ça a posé un problème. Mais je dis, la CEDEAO aurait pu réfléchir. Parce que ce n'est pas la première fois en Afrique que des putschistes, si vous voulez, des putschistes ont pris le pouvoir, des militaires ont pris le pouvoir, mais on a essayé.
quand même de régler ça autrement. Parce que vous voyez, la précipitation avec laquelle la CEDEAO s'était prononcée, moi, ça m'a posé un problème. Et aujourd'hui, le Bénin, c'est vrai que quand la CEDEAO a décidé de lever les sanctions avec effet immédiat, le Bénin aussi a ouvert ses frontières avec le Niger. Les Nigériens même se sont réjouis. Le dimanche dernier, chez eux, ils étaient très contents parce que je dis les activités vont reprendre. Mais malheureusement, le gouvernement nigérien est resté passif. Parce que vous ne pouvez pas me créer de ces énormes dégâts-là. Et blanc, vous tournez, vous pensez que c'est aussi facile. Donc, le Niger n'est pas encore prêt à ouvrir sa frontière. J'ai même entendu quelqu'un dire qu'il faut ériger même un mur pour empêcher le Bénin de faire des activités commerciales avec le Niger. Mais je dis, la CEDEAO n'a pas exploité tous les éléments qu'elle avait à sa possession. Moi, je me suis amusé à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Quand je suis remonté sur cette affaire de pipeline, c'est un projet qui prend en compte tous les pays de la CEDEAO, un projet de 600 milliards. Et dans ce projet-là, le Niger devait fournir du pétrole brut qui doit être raffiné et un peu envoyé dans les pays de la CEDEAO. Donc malheureusement, avec les sanctions, aujourd'hui le Niger a dit « je ne pourrai plus vous vendre du brut, désormais ça sera le pétrole raffiné ». Et le Niger, dans la volonté d'affirmer sa force économique, a dit désormais voilà les pays avec lesquels je vais faire mon commerce, voilà ceux à qui je vais livrer mon gasoil. Je livre mon gasoil au Burkina, je livre mon gasoil au Mali, je livre mon gasoil au Tchad. Et je vous rappelle que ces pays-là sont dirigés par des putschistes. Et à la rigueur, on verra avec le Togo. Donc le Niger n'est plus prêt à ceux qui se sont attaqués vertement à lui. Le Niger dit je ne veux plus commercer avec vous. C'est ça la difficulté. Donc je dis la CEDEAO a des services techniques. Et vous voyez les trois pays de l'Alliance des États du Sahel ont posé leurs conditions. Il faut revoir en profondeur ce que c'est que la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est devenue un machin. Et quand vous regardez dans la CEDEAO, moi je le dis souvent, on fait souvent deux poids, deux mesures. Nous avons vu dans cette même CEDEAO, quand Ouattara a décidé de faire un troisième mandat, j'ai pas vu. Ça s'est passé tranquillement, sans rechigner, sans cligner des yeux. J'ai pas vu la CEDEAO lever le petit doigt. Quand Macky Sall a commencé par faire des misères à Ousmane Sonko, personne n'a rien dit. Au Bénin, la CEDEAO, on avait eu l'élection de 2019 avec tout ce qui est comme violence. La CEDEAO a envoyé des émissaires ici qui n'ont pas été reçus par le gouvernement de mon pays. Donc, voilà, la CEDEAO est devenue un machin. Si on veut que la CEDEAO ait une force, on dit communauté économie des États de l'Afrique de l'Ouest. On parle d'économie. Qui parle d'économie parle de liberté. Qui parle d'économie parle de circulation des personnes et des biens. Donc, il faut revoir l'organisation. Parce que quand on accuse quand on accuse les Nigériens d'avoir pris le pouvoir par la force et d'avoir séquestré Bazoum, mais on n'a pas reproché à Bazoum quand il faisait yoyo avec l'argent du contribuable nigérien que monsieur Stop arrêté. Donc je dis, je ne cautionne pas les coups d'État militaires, mais je n'encourage pas non plus les coups d'État constitutionnels. Parce que c'est l'un qui appelle l'autre. C'est quand celui qui est au pouvoir, non seulement il tripatouille la Constitution, il est spécialiste de la mauvaise gouvernance. Les militaires se disent, nous sommes venus pour rétablir l'ordre, nous sommes venus nous mettre du côté du peuple pour permettre au peuple de mieux vivre. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si le Niger va accepter de revenir facilement c'est de la CEDEAO, parce que ces trois pays-là qui sortent de la CEDEAO, c'est une perte gigantesque pour la CEDEAO. On se rend bien compte. Je l'ai dit bien, est-ce que on peut conclure à l'échec patent de la CEDEAO qui a été obligée de revoir ses prétentions à la baisse face à cette levée de sanctions contre ces trois pays en griffe rebelles aujourd'hui? Je suis un peu ahuri par la situation qui prévaut et qui a amené, n'est-ce pas, la CEDEAO à lever précipitamment, comme elle l'a fait,
pour la prise de cette décision. Pourquoi vous convoquez ici, l'adverbe précipitamment? Écoutez, aujourd'hui, quoi qu'on dise, je crois que le Bénin est accusé, n'est-ce pas, de tous les péchés d'Israël par le Niger. Pour eux, ou dans leur tête, c'est que c'est le Bénin qui a tout cuisiné et qui est allé, n'est-ce pas, jeter cela, n'est-ce pas, au président nigérien pour que les décisions... Et qui a convaincu la CEDEAO de fermer et d'infliger des sanctions contre eux. Pour que cette décision, n'est-ce pas, ces sanctions soient prises. Alors encore une fois... Le chef de l'État a quand même été clair. C'est la CEDEAO qui a décidé. Étant membre de la CEDEAO, voisin immédiat du Niger, en bon élève, je devais quand même d'obtempérer à la décision de l'ensemble. Mais quel est le péché du Bénin en obtempérant? C'est encore, hélas, le président béninois qui est accusé d'avoir, n'est-ce pas, provoqué une réunion extraordinaire au regard de cet idéal qu'il a prôné au détour de sa dernière sortie médiatique où il, n'est-ce pas, prônait la CEDEAO des peuples. Et le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie béninoise, M. Bakary, l'a encore affirmé. Il a dit que c'est une décision du chef de l'État béninois qui a été portée, n'est-ce pas, au niveau de la CEDEAO et qui, une fois, n'est-ce pas, ahuri ou exaspéré par les différentes sanctions qui ont été prises aussi précipitamment, n'est-ce pas, a décidé de convaincre ses pairs pour que ces sanctions soient levées. Mais aujourd'hui, hélas, encore une fois, nous nous rendons compte que c'est comme un coup d'épée jeté dans la mer. C'est comme de l'eau versée sur le dos du canard au regard de, n'est-ce pas, de la position REC, n'est-ce pas, qu'adopte le Niger, la tenue posturale, n'est-ce pas, dont elle s'est revêtie pour ne pas, n'est-ce pas, ouvrir la frontière de son côté. Le Bénin l'a rapidement fait. Je ne voudrais plus ressasser tout ce qui a été, n'est-ce pas, constaté dans la foulée. Mais je dis que c'est véritablement dommage. Et dans ma position, dans ma grille de lecture, moi je soutiens pleinement la CEDEAO. Je le disais tout à l'heure, je suis un peu ahuri que la CEDEAO, n'est-ce pas, se soit encore précipitée pour lever, n'est-ce pas, les sanctions. Le président Bazoum, élu constitutionnellement, le président légitime, puisque jusqu'à présent n'a pas encore démissionné, reste le président du Niger. Ce ne sont pas des putschistes. Ceux-là ne sont pas légitimes, n'est-ce pas? Ceux-là, ils croupissent, n'est-ce pas, encore derrière les barreaux, si je puis m'exprimer ainsi. Il est toujours embastillé par les putschistes. Quel a été son péché? Son péché, c'est d'avoir mal géré. Vous avez les preuves? C'est ce qui a conduit, selon les putschistes, à leur action. Mais ceux qui sont là, Tiani et sa bande, ils font quoi jusqu'à présent? Ils ont quel plan de développement pour le pays? Ils gèrent le pays. Quel plan de redressement ils ont? Mais ils gèrent le pays. Jusqu'à présent, rien. Chola Diguin, vous auriez souhaité que les CEDEAO continuent par réclamer ce qu'ils ne peuvent pas, visiblement, et finalement obtenir. C'est ça votre posture? Je l'ai dit tout à l'heure, je soutiens à 200% la position de la CEDEAO. Mais hélas, elle a fléchi, n'est-ce pas, pour des raisons que j'ai tantôt évoquées. Est-ce que c'est pas mieux est-ce que c'est pas mieux pour la CEDEAO d'être clairvoyant que de continuer toujours par exiger la libération de Bazoum? Mais qu'est-ce qu'il dit dans les textes de la CEDEAO qu'il faut promouvoir les coups d'État militaires? Mais pourquoi vous êtes contre alors les coups d'État constitutionnels? Je suis contre les coups d'État constitutionnels parce qu'un coup d'État reste un coup d'État. Qu'il soit militaire ou constitutionnel, un coup d'État, c'est un coup d'État. Et c'est à ce niveau que
les responsables, les dirigeants qui constituent, n'est-ce pas, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, voient désormais plus loin. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'ils restent à l'avant-garde de tous ces genres de crises. Désormais, il va falloir, n'est-ce pas, qu'ils prennent leur bâton de pèlerin. Dès lors qu'il y a une crise quelque part, pour qu'ils soient, n'est-ce pas, ils restent à l'avant-garde. Et non, commencer par agir, tel le médecin après la mort. Et quand on le fait ainsi, voilà, là où ça nous conduit. Aujourd'hui, la CEDEAO a enlevé, n'est-ce pas, ces sanctions de façon précipitée aussi, je le dis, je le répète, d'accord, c'est fragilisé. Et si, par exemple, il advenait que notre pays fasse un coup d'état militaire, on dira quoi? Elle fera quoi? Dites-moi. Elle va réitérer le Mais principe. les experts, les consultants, les sachants... Elle va réitérer le principe. Quel principe? Le principe de non-coup d'état en Afrique. Ah, que voulons-nous? Que voulons-nous? Pourquoi? Nous voulons les passages de témoins, les passages de pouvoir de manière assez courtoise, dans la paix, dans la concorde et dans la quiétude, par les élections, les voies légales, ce que je veux dire. Écoutez, je voudrais, n'est-ce pas, revenir un peu en arrière pour partir de 3 postulats. Juste après la levée de la sanction, je ne sais pas si vous l'avez appris, un jeune Nigérien, n'est-ce pas, sous l'effet... Nigérien? Non, Nigérien. Ok. Sous l'effet de l'extase, ayant appris que, enfin, le Bénin a levé de son côté les barrières, n'est-ce pas, aurait forcé, côté nigérien, n'est-ce pas, les barrières, n'est-ce pas, qui sont là-bas, n'est-ce pas, pour amener, n'est-ce pas, les responsables, les dirigeants, ceux qui assurent la sécurité à ce niveau-là, n'est-ce pas, de casser les choses pour que lever les barrières qui sont là, pour que désormais, des deux côtés, la circulation soit libre. Mais hélas, il aurait été assassiné, il aurait été tué sur le champ, il aurait été abattu. Oh là là. Voyez-vous, ça fait 1. Et de 2. Mais le Niger a déjà sonné le tocsin depuis fort longtemps. D'accord? Il a dit de façon consubstantielle, c'est-à-dire de commune mesure, avec ses pairs du Mali, du Burkina, que leur décision de retrait de la CEDEAO est irréversible. D'accord? Est irréversible. À partir de ce moment-là, les responsables, notre président de la République, Patrice Talon, et Baba Tinubu et tous les autres devaient prendre conscience du fait que le Niger, le Burkina et le Mali sont déjà très loin. Et ils ont mûri leur décision avant n'est-ce pas, de la prendre. À partir de ce moment-là, tout ce qu'ils feraient, encore qu'ils exigent une refonte totale, n'est-ce pas, de la CEDEAO, ils devaient, n'est-ce pas, prendre conscience de ce que ceux-là sont déjà très loin. Aucun dialogue, en tout cas, de mon point de vue, ne pourrait, n'est-ce pas, leur faire revenir sur leur décision. Donc, il faut cesser désormais de leur faire les yeux de chimène. C'est clair. Ceux-là ne veulent plus revenir. Ils ont claqué la porte, point barre, point final. Alors, pour vous, il faudrait dire, la SPE va réduire sa position et ne pas chercher à négocier, c'est ça? Ça va nous conduire où? Nous vivons tous quand même dans le même environnement. Écoutez, il y a un éminent journaliste, un éminent confrère nigérien qui avait déjà dit ici que s'il y a un pays contre lequel le Niger ne peut jamais se fâcher, c'est le Bénin. Ouais. Mais voilà, le Niger s'est fâché. Voilà, le Niger s'est fâché et aujourd'hui, il dit encore que ces décisions sont irréversibles de ce point de vue. Donc, qu'est-ce que nous cherchons encore? Ils sont partis. Mais laissons-les, continuons, n'est-ce pas, notre chemin. On doit quand même chercher des terrains d'entente. La CEDEAO compose combien de pays? Combien? C'est 15 pays. C'était 16 pays. Mais la Mauritanie, je crois, était partie. Donc, ça reste 15 pays. Voilà que 3 pays s'en vont. Donc, il reste quand même 12 pays. 12 pays contre 3. Dites-moi. 12 pays contre 3. Mais ce n'est pas mathématique, ce que vous dites là. Ce n'est pas mathématique. Mais vous savez très bien que 3 peuvent battre 12. Écoutez, je joue les forces pour voir. Voilà déjà ce que dit Alphonse Moïse Soulé par rapport au pétrole.
qui quand même est une denrée nécessaire à la vie. Et voilà, on aurait pu quand même s'entendre. Nous achetons aujourd'hui le carburant au bord de la voie très cher, au niveau des stations aussi assez cher. Et on aurait pu s'entendre pour que la pilule soit adoucie pour les populations à ce niveau, par exemple, par rapport à ce produit. Qu'en dites-vous? Mais voilà que leur position se raidit de jour en jour. Et on peut négocier. Non, négocier quoi? On peut les écouter. Mais vous avez vu ce qui a été mis en place, la commission qui a été mise en place là, le Bénin, la Sierra Leone et le Togo, ça a donné quoi jusqu'à présent? Mais tirons les conclusions. Ça a donné quoi? Le Bénin, le Niger ne veut plus du Bénin. D'accord? Que ça soit en termes de négociation, de bons d'office, de tout ce que vous voulez. Mais à partir de ce moment-là, ils nous ont tourné dos. Et nous avons appris cela à Bruxelles, n'est-ce pas, au sein de notre pays. Ils ont dit, tant que notre numéro 1 serait toujours au pouvoir, qu'il ne reviendrait plus au port de Cotonou. Ils l'ont dit. Il y a les représentants des commerçants nigériens, des exportateurs, qui l'ont dit aussi. Donc, à partir de ce moment-là, on doit pouvoir comprendre. Hein? Revoyons, n'est-ce pas, notre fusil d'épaule. Mais avant la CEDEAO, les pays vivaient individuellement, non? Les pays vivaient individuellement. Mais la CEDEAO est venue. C'est pas parce que est venue améliorer quand même les conditions de vivre ensemble. Mais pourquoi voulez-vous qu'on reparte chacun dans son précaré? Mais puisque vous parlez du pétrole tout à l'heure, vous l'avez dit. Et donc, même si le Niger prive le Bénin de son pétrole, mais comment, cela ne devait pas, n'est-ce pas, nous amener, n'est-ce pas, à mourir. Ah non, avant le pétrole nigérien, mais le Bénin vivait. Ah bon? Ah ben oui, le Bénin vivait. Et le Nigeria a fermé les frontières ici. Est-ce qu'on en est mort? C'est vrai que nous avons senti les effets et les impacts négatifs de cet acte en son temps, sur lesquels les chefs d'État s'étaient mépris, n'est-ce pas? Qui avaient considéré un certain nombre d'inepties, de déclarations fantaisistes, égoïstes pour fermer la frontière. Est-ce que le Bénin en est mort? Vous voulez parler de Mamadou Buhari? En tout cas, suivez mon regard. D'accord? Cela a été fait. Mais nous avons supporté jusqu'à ce que cela soit rétabli. Donc, si le Bénin, le Niger en vient aujourd'hui à nous priver du pétrole, mais nous avons cherché d'autres issues. C'est aussi clair que ça. Nous sommes dans des relations bilatérales et nous allons chercher, n'est-ce pas, ailleurs, ceux-là qui peuvent nous servir du pétrole, comme on l'a coutumé. C'est vrai que... Si je résume votre position, puisque le Niger est en train de réduire sa position, le Bénin n'a qu'à en tirer les conséquences, de même que la CEDEAO, et agir comme tel. Et continuer le chemin, tout simplement, c'est ça. D'accord. Alphonse Moïse Soudé, face à l'intransigeance du Niger, que peut la CEDEAO? Non, je voudrais rappeler que le peuple nigérien n'a aucun souci avec le peuple béninois. Cette fraternité légendaire reste et demeure. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est entre autorités au sommet de l'État. Et vous avez vu les dernières décisions, par exemple, de la République togolaise par rapport aux allègements des taxes au niveau du port autonome de Lomé. Le Togo profite de la situation pour offrir ses services aux pays ses bons offices de l'AES. Les pays de l'AES qui ont d'ailleurs choisi le port togolais pour désormais leur opération portuaire. De bouder et le port de Cotonou. On a beau être bons patriotes, on va constater qu'aujourd'hui que les séquelles se ressentent au port autonome de Cotonou. Et si les marchandises nigériennes ne transitent plus pour le port, c'est que financièrement... c'est de gros manques à gagner. De gros manques à gagner, pas seulement pour l'État béninois, mais aussi pour la société Bénin Contrôle. C'est ça la réalité économique. Donc on ne peut pas bomber le torse et dire on va se passer du Niger. Leurs marchandises passent par ici. La preuve, entre-temps, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, ceux qui n'ont pas de port, ils viennent au port de Cotonou pour acheter les véhicules. Et nous voyons ce que ça crée. Les longs fils de véhicules. Ça fait la rentrée de devises. Aujourd'hui, écoutez, allez au port de Cotonou et vous quittez le port de Cotonou, prenez un taxi, rendez-vous au port de Lomé. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit.
Donc, aujourd'hui, du point de vue, c'est vrai que ces trois pays-là, économiquement, pèsent lourd au niveau de la CEDEAO. Ne nous trompons pas. Ces trois pays-là pèsent économiquement lourd au niveau de la CEDEAO. Pourquoi demandez-vous, pourquoi la CEDEAO s'est ravisée et insiste au retour de ces trois pays? C'est vrai que dans les tests, quand vous déposez votre demande de retrait, il y a une observation de 12 mois. Mais ces pays-là ne veulent pas attendre le délai de 12 mois pour se retirer. Ils refusent de commercer avec la CEDEAO parce qu'ils ont des griefs. Ce qu'ils reprochent au président béninois, c'est d'avoir pris les devants par rapport à cette agression qui avait été annoncée contre le Niger. Et nous avions dit sur plusieurs plateaux que les Béninois ont une fraternité légendaire. Et beaucoup de familles béninoises ont vécu au Niger, qui ont vécu à Maradi, à Agadez et à Zender. Il y en a plein. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi les Nigériens, il ne peut pas avoir d'affrontement entre le peuple nigérien et le peuple béninois. Le reste, c'est les tactiques, c'est les attaques au niveau du sommet de l'État. Les Nigériens n'ont pas de problème avec nous. Mais c'est aussi des raisons économiques. Vous savez, le Niger, aujourd'hui, ressent seulement le pétrole, l'uranium. Et l'État nigérien reproche au Bénin d'être encore un vassal de la France. C'est aussi ça. On parle de colonialisme, on parle de néocolonialisme. On dit, mais tant que ces gens-là seront encore avec vous, on ne va pas commercer avec vous. Les réalités sont là. Donc, on a dit, les bases, on a chassé la base française du Mali, on a chassé la base française du Niger. Donc, on dit, les gens disent, tant que vous allez être proche du colon, on fait pas avec, on compose pas avec vous. Ça, c'est leurs conditions qu'ils ont posées. Donc, je voudrais que nous, la solidarité entre les peuples n'a rien à avoir entre les relations entre les chefs d'État. C'est important. Parce qu'ils ont dit, quelqu'un d'autre aurait pu prendre le devant par notre chef d'État. Vu les relations séculaires entre ces deux pays, c'est ce qu'on lui reproche. Ça a été mal vécu. Très mal vécu. La preuve, notre ministre des Affaires étrangères, il peut plus aller là-bas. Les gens ne sont pas d'accord pour dire, mais il va présider quelle négociation? C'est pas possible. Tu fais partie de ceux qui ont demandé qu'on me déclare la guerre. Ça m'a rappelé un débat que nous avons fait sur la chaîne nationale où j'ai dit, mais dites-moi, moi, en tant que journaliste, je ne connais pas la position claire du Bénin par rapport à ce qui se passe au Niger. Je n'ai jamais eu ça. Donc aujourd'hui, voilà les retombées. Ouais, au moment où les pays de la CEDEAO négocient, le Togo a offert ses bons offices aujourd'hui, il dit, mon port est là pour vous. Venez faire les activités avec moi. Je vous offre des facilités. J'ai lu bien, s'il y a des marchandises, des commerçants nigériens qui transitent par le port de Cotonou pour là-bas, ils seront taxés. Ça, c'est la décision de la direction des droits togolaise. Ça veut dire quoi? Nous, on vous offre, si vous ne voulez, venez chez nous, vous avez d'autres facilités, mais si vous devez passer par le port de Cotonou et transiter par Lomé, on va frapper fort. Donc aujourd'hui... Donc ils ont même corsé encore les conditions. On a la CEDEAO... Pourtant, on parle de libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEDEAO. Ce qui fait mal à ces trois pays-là, c'est qu'on a eu la facilité de les condamner, mais on n'a pas eu la facilité de condamner Ouattara. On n'a pas eu la facilité de condamner Ouattara. On s'est tué sur les caprices de Macky Sall. Alors que c'est ça. C'est ça le problème qui se posait. La CEDEAO se devait d'être impartiale. On reproche à la CEDEAO de faire la politique de 2 poids 2 mesures. Il y a les uns, il y a les autres, il y a les etc. Dans une organisation commune où vous avez tous les mêmes voix, vous avez tous voix au chapitre, quand il y a un problème, il ne doit pas avoir un groupuscule pour tirer sur l'autre. Donc, en fait, les Nigériens, parce que s'ils se sont décidés de créer l'Alliance des États du Sahel, c'est qu'ils ont réfléchi. Ils ont mis dans la balance leur poids économique. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce poids économique est assez fort. Donc, ils sont allés loin, ils ne veulent pas faire de rétropédalage. Nous, en France, on a déjà trouvé d'autres opportunités. Donc, je voudrais qu'on se le mette dans la tête. Le peuple nigérien n'a rien contre le peuple béninois. On parle de négociations entre États, oui. Voilà la situation.
vous l'avez si bien décrite, on a compris que c'est des gens qui ne veulent pas en revenir. Mais alors, qu'est-ce que la CEDEAO peut faire pour les infléchir, pour les ramener à la case départ? Quelles sont actuellement les marges de manœuvre dont dispose la CEDEAO? Ils ont estimé que la CEDEAO avait poussé le bouchon trop loin. Et eux aussi, ils vont pousser le bouchon trop loin. Action-réaction. Et aujourd'hui, s'il y a possibilité pour ces États de revenir, c'est qu'il faut la refonte des tests fondateurs de la CEDEAO. Il faut réorganiser la CEDEAO. Et nous sommes tous d'accord que beaucoup de scientifiques, beaucoup d'hommes politiques, beaucoup d'hommes d'État ont dit qu'il faut revoir aujourd'hui que la CEDEAO est dépassée par les événements. Donc il faut les écouter. Mais malheureusement, de part et d'autre, chaque État a perdu quelque chose. Le Bénin a perdu, le Niger a perdu. Et je voudrais rappeler aux Béninois que quand le Nigeria avait fermé ses frontières, ce n'est pas seulement le Bénin seul qui a souffert. Les commerçants nigériens ont souffert aussi. En réalité, c'est comme ça. Parce qu'ils ont quand même leur marché au Bénin. Ils ont leur marché. Il y a un certain nombre de choses qu'ils viennent vendre au Bénin et qu'ils prennent aussi au Bénin. D'accord. Donc, il y a qu'aujourd'hui, il faut reprendre la négociation, mais pas le bon bout. Et la CEDEAO doit désormais tirer le leçon de ça. En cas de crise dans un État, on ne se précipite pas pour agir. On doit analyser les tenants et les aboutissants. Ouais, quand les Nigériens disent que avant qu'ils reprennent leurs activités avec le Bénin, il faut qu'ils attendent l'élection de 2026. Quand nous aurons un nouveau président, c'est là qu'ils vont fléchir leur position. Pendant ce temps-là, que fait le peuple? Que fait le peuple? Que fait les commerçants qui font les affaires le long des frontières que nous partageons avec le Niger? C'est ça la réalité. Quelqu'un me disait hier, écoutez, nous avons des hommes politiques qui ont des affinités avec des gens au Niger. Vous avez vu quand Tinubu, vous n'avez pas vu que Tinubu a infléchi sa position parce que les Hausa sont entrés dans le jeu. Tinubu, je crois que les Hausa, ils ont utilisé ce filon-là. Il y a des relations. Les Hausa sont au Nigeria aussi. Ils sont de part et d'autre des frontières. Et quand la CEDEAO a commencé par agir au départ, il y a une délégation qui est allée voir Tinubu pour dire non, il faut arrêter ça. Mais aujourd'hui, si la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel ne fument pas le calumet de la paix, ce projet de pipeline qui existe depuis 2019, un projet de 600 milliards sera en l'air, c'est-à-dire que c'est de l'argent jeté. Parce que pour raffiner, il faut avoir le brut. Et le pays qui voulait offrir le brut, c'était le Niger qui refuse aujourd'hui. Donc, il faut ramener la balle à terre. Il faut négocier pour pouvoir rentabiliser. C'est-à-dire que ce pipeline-là donnerait au pays de la CEDEAO une certaine autonomie énergétique. Mais malheureusement, le Niger dit, moi, je n'en veux plus. Si vous voulez que je vous vende mon pétrole, vous allez acheter du pétrole raffiné. Donc, le Niger trouve une autre stratégie pour raffiner son pétrole et vend le produit fini. Donc, il faut changer de fusil d'épaule. Quand on a utilisé toutes ces cartouches et ça n'a pas marché, il faut faire une introspection et trouver d'autres bons filons pour que les trois États-là reviennent. Et quand vous regardez sur la carte de la CEDEAO, à quel niveau se trouvent les trois pays-là, c'est-à-dire que ça coupe la CEDEAO en deux. Si ces pays-là se retirent, c'est que ça coupe la CEDEAO en deux. Et c'est pas bon pour nous. La CEDEAO est fragilisée. Et ces trois pays-là sont des pays francophones. Ouais, trois pays francophones qui se retirent, c'est pas bon pour la CEDEAO. Donc il faut revoir. Mais ils disent que la CEDEAO est un instrument au service de la colonisation. Ça, c'est la vision des choses. Et qu'il faut changer ça. Il faut éviter de composer avec la France qui, tout le temps, pille et exploite les ressources minières, minéralogiques de nos États. Donc voilà, ils ont profité d'une erreur de manœuvre, d'une erreur d'aiguillage de la CEDEAO pour mettre sur la table leurs revendications. Ça, c'est quand même le problème légendaire auquel l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique francophone, se heurte depuis des années, depuis des lustres, on va dire. Jola Djiguin, dites-nous, comment pensez-vous que la CEDEAO puisse se débarrasser de la France pour donner satisfaction aux trois
pays de l'AES. En tout cas, moi, je n'ai aucune preuve que la France, n'est-ce pas, téléguide la CEDEAO, encore moins cette décision. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec eux quand ils disent qu'ils sont sous l'influence du colon? Mais, ils parlent du colon. Et les Russes, ils sont quoi? Wagner, là, ils sont quoi? Ils sont noirs, ils sont rouges, ils sont quoi? Mais Wagner les aide. Ils sont pas des blancs? Wagner les aide aujourd'hui. Mais est-ce que vous savez... Excusez-moi, Wagner les aide aujourd'hui à se soustraire au giron français, au giron du colon. Mais qu'est-ce que nous... Appelons un chat un chat. Qu'est-ce que nous refusons? Qu'est-ce que nous prenons? Mais c'est ça, justement. Nous rejetons un blanc de l'autre côté il y a un et colon, nous reprenons de ce côté un blanc. Il y a un colon qui vous libère alors qu'il y a un autre qui vous enfouit la tête dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Mais écoutez, Wagner, vous savez son mode de fonctionnement? Que ça soit français ou russe ou chinois, tous ceux-là sont à la recherche des ressources minières. Ils sont payés comment? Rétribués comment, Wagner? Quand Wagner agit quelque part avec ses mercenaires, ils sont rétribués comment? C'est avec les ressources minières. Et quand ils circonscrivent, n'est-ce pas, une zone, sachez qu'à ce niveau-là, la terre, le sous-sol est riche. Mais que refusons-nous? Qu'accepterons-nous? Est-ce que vous les avez déjà vus, comment dire, dans leurs manœuvres au Mali, au Niger, au Burkina? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à extraire, à exploiter les ressources du sous-sol de ces pays-là? Je crois que je vous l'ai déjà dit. J'insiste, je persiste et je signe que tous ceux que nous considérons comme étant des colons sont tous à la recherche des ressources minières. Ils exploitent astucieusement nos ressources minières. À partir de ce moment-là, moi, je ne mets pas le français à part. Je ne mets pas non plus le russe à part, le chinois, etc. Tous ceux-là sont des colons. Ils sont des blancs. D'accord? Mais aujourd'hui, là, on dit, bon, la CEDEAO n'est pas venue nous soutenir dans la lutte contre le djihadisme, la croisade contre le djihadisme, etc. Mais est-ce que c'est avec Wagner qu'ils parviendront, n'est-ce pas, à lutter efficacement contre les djihadistes? Ça ne finira jamais. Les djihadistes les djihadistes qui continuent de frapper. Récemment, c'est encore une église au Burkina Faso où près de 15 ou 16 personnes ont été tuées. Très bien. N'oublions pas que c'est une guerre asymétrique. Cela ne sera jamais résolu par la force. Ce n'est pas les armes, les artilleries lourdes, les nyama et tout ça là. Non, c'est pas ça. Le problème n'est pas là. La vraie stratégie n'est pas à ce niveau. Et je l'ai dit ici une fois. Il faut que nous intégrions, n'est-ce pas, nos réalités endogènes. Nous ne sommes pas comme les Français, les Russes et autres, les Yoyos. Au moins, ça nous différencie. Vous voulez convoquer la sorcellerie ici? Mais si nous pouvons, n'est-ce pas, vaincre le djihadisme par la sorcellerie, allons-y, à nous aller. C'est clair. Donc, vous êtes d'accord avec le Mali, par exemple, qui a commencé à construire un centre de sorcellerie en Afrique? Mais oui, je suis d'accord. Parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de notre identité. N'est-ce pas? Ça fait partie de nos réalités endogènes que nous ne pouvons pas nier, dont nous ne pourrons jamais nous séparer, nous ne pourrons jamais nous en départir. Mais est-ce que vous savez... Nos réalités, cela nous distingue, n'est-ce pas, des Occidentaux. Est-ce que vous savez que la sorcellerie existe en Afrique? C'est pas d'aujourd'hui. Mais elle n'a pas pu vaincre, elle n'a pas pu permettre à l'Afrique de vaincre les colons. La traite négrière, la colonisation, tout ce que nous dénonçons aujourd'hui. Comment est-ce que nous y allons? Prenons le cas du Bénin. Est-ce que nous faisons front commun en matière de sorcellerie? Vous savez très bien, du point de vue sociologique, comment est-ce que le Béninois fonctionne. C'est l'égoïsme. Chacun pour soi. Si, par exemple, les Africains pouvaient se réunir, ces forces-là, dont vous appelez les sorciers, là, s'ils pouvaient tous se réunir et aller contre le djihadisme, ça donnera quoi? C'est ça. Mais si chacun, de son côté, va se chercher, n'est-ce pas, ou va élaborer des stratégies unilatérales, ça ne fonctionnera jamais. On reproche à la CEDEAO de ne pas être venu au secours, mais eux autres là, est-ce qu'ils font front commun contre le djihadisme là?
Mali et Burkina, ils ont quelle force? Est-ce qu'ils ont déjà constitué une force commune qui va contre les djihadistes? Quand ils sont au Niger, par exemple, on dit allez, Mali, Burkina, tout le monde, allez, tous les militaires là-bas. On va faire front contre eux. Et Burkina, ils sont déjà au Burkina, allons-y là-bas, ensemble. Est-ce que ça se fait ainsi? Non. Écoutez, vous voyez, aujourd'hui, le Togo est en train de tirer parti intelligemment de cette crise. Et là, moi, ça m'a ri un tout petit peu. Le Togo joue aujourd'hui à l'Ashanti. Vous connaissez Ashanti, le fameux film d'action que nous avons regardé pendant notre temps d'enfance. Il joue aujourd'hui à l'Ashanti. Il récupère la situation. Et parce qu'ils sont tous des militaires, entre les militaires, le courant passe très bien. Et on en profite, n'est-ce pas, pour asphyxier davantage notre port. C'est ça la stratégie. Ils n'ont jamais digéré le fait que le port de Cotonou se modernise davantage, n'est-ce pas, et qu'il soit mis à un standard international. Et aujourd'hui, bon, ils ont trouvé, n'est-ce pas, le filon, ils ont trouvé, n'est-ce pas, la manie, de commencer par nous concurrencer, quand vous-même, nous asphyxier finalement. Quand vous-même, vous obscurcissez, et bien sûr, l'horizon, quand vous pichez dans l'évaluation de la situation, avant de prendre des décisions avec de si grands enjeux, est-ce que le port de Lomé va vous faire cadeau? Mais c'est vrai que... On l'a toujours dit ici, le port de Lomé a toujours pris de court le port de Cotonou, avec des tarifs préférentiels. On ne comprend pas pourquoi le port de Cotonou ne prend pas la mesure de la situation pour s'arrimer et dépasser, au besoin, le niveau du port de Lomé. C'est pas pour rien qu'on se mobilise. Au regard de la situation qui prévaut aujourd'hui, est-ce que le port de Cotonou a les ressources qu'il faut pour sortir la thérapie de choc? Je n'en trouve pas. Ils sont tous bloqués. Vous avez dit que le port de Cotonou se modernise. Oui, ça se modernise. C'est des moyens quand même. C'est des moyens qui sont mis en œuvre. Ah oui, ça fait école et cela gêne d'autres pays. Et aujourd'hui, on nous concurrence et on cherche vraiment à nous asphyxier. Le cas de notre voisin. C'est rivaliser alors d'intelligence. Mais de réflexion. Au jour le jour, le Togo trouve, n'est-ce pas, des mesures, des thérapies, n'est-ce pas, faire sortir des thérapies de choc, n'est-ce pas, pour aller contre nous. Et pourquoi le Bénin reste... mon cher René l'a dit tout à l'heure. Attentisme. Vous avez, même prendre pas le désert pour aller au Niger, on prend pas les marchandises qui sont en transit, qui prennent pas le désert, mais là, à ce niveau-là, il y a risque d'insécurité. D'accord? Il y a risque. Mais pourtant, parce que Togo casse tout du point de vue taxes, impôts, tout ça, mais ils sont contents, n'est-ce pas, de prendre par là-bas parce que aujourd'hui, là, c'est à quoi qu'ils se réjouissent, n'est-ce pas, de cette crise qui est venue aujourd'hui. On va marquer le coup au Bénin. C'est une opportunité pour eux, non? Pour qui? Pour le Togo, pour gagner plus d'argent. Mais c'est ce que nous disons. Mais la façon dont cela se fait un peu malsain. C'est ça qui me gêne, moi. Mais ça me gêne un tout petit peu parce que... Pourquoi c'est malsain? En quoi c'est malsain? On a dit qu'il y a une crise. Vous-même, vous faites partie de la CEDEAO. Nous devons rester ensemble. Nous devons jouer collectif pour trouver la solution qu'il faut. Mais toi, à chaque fois... L'objectif ultime, c'est quoi? Mais c'est de régler la situation, non? C'est de dialoguer. C'est de permettre à chaque peuple de respirer et de bien vivre. Mais on n'en disconvient pas. Notre président a parlé de la CEDEAO des peuples et mon cher René l'a dit tout à l'heure. Si vous oubliez ça et que vous voulez nous n'oublions régler absolument les questions de sécurité, en même temps qu'on règle les questions sécuritaires, il faut pouvoir permettre au peuple de manger. Oui, ça fait. Mais on n'en disconvient pas. Mais jouons collectif. C'est ça le problème. Jouons collectif. Mais ici, on ne joue pas collectif. Chacun a commencé par tirer le drap de son côté. Notre président a prôné la CEDEAO des peuples parce qu'au sommet, mais le président togolais prône quel CEDEAO? Lui, je ne sais pas quel genre de CEDEAO il prône, mais de mon point de vue, je crois que il tire parti, il s'arrange malencontreusement d'une situation. Quand vous battez, c'est un troisième larron qui vient chercher. Mais il fait partie de la CEDEAO, non? Mais pourquoi il fait bande à part? Pourquoi? Parce qu'ils sont tous des militaires. Lui-même, là, s'il est un exemple, il n'est pas un paragon de vertu. À ce que je sache, il est venu au pouvoir comment?
Bon, nous n'allons pas rentrer trop dans ces détails. Mais la façon dont il joue là, moi ça me gêne un tout petit peu. Et cela devait, n'est-ce pas, amener les autres à taper du poing sur la table. Monsieur, attention, ce que vous faites là n'est pas bien. Vous allez contre nous. Les tests que nous avons mis en place, mais vous allez contre tout ça. Alors que vous faites partie intégrante de la CEDEAO. Quand vous faites comme ça là, mais comment, ça ne peut pas marcher. Si chacun commence pas à tirer le doigt de son côté, et pendant que tout le monde reste de l'autre côté, on dit non, faisons ci, faisons ça. Mais toi, tu sors du lot. Et maintenant, pour aller négocier des trucs nuitamment. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Quand nous allons poursuivre dans cette dialectique, ça ne marchera jamais. Donc le Togo est le troublion. Ah ben oui. Si on peut le dire ainsi. En tout cas, il n'y a aucune exagération à le dire et à le qualifier de troublion. Ah oui, au regard, n'est-ce pas, de la tenue posturale, n'est-ce pas, qu'il adopte dans ce dossier-là, on peut le qualifier banalement de troublion. Et ils doivent pouvoir, n'est-ce pas, accepter. Parce que ce n'est pas bien. Ah non, désormais... Je vais prendre l'avis d'Alphonse Moïse sur la question. Est-ce qu'il est d'avis avec vous, Alphonse? Vous savez, la CEDEAO, d'abord, sur la situation du Niger, n'était pas unanime. Hein. Tous les présidents qui siègent au niveau de la CEDEAO n'avaient pas le même point de vue. Et vous allez remarquer quand le président parlait, le président togolais, il était resté dans son coin. Il n'a pas donné sa position. Mais il n'avait pas dit non à la décision commune qui avait été prise. J'ai suivi. Il n'y a pas eu de réserve de la part du Togo. J'ai suivi sur une chaîne togolaise où les Togolais encourageaient le président à garder la tête bien posée sur les épaules. Et aujourd'hui, ils ont raison. Vous savez, nous sommes, chacun veut tirer le maximum de profit dans cette crise-là. Et quand je vois les faveurs que la douane togolaise offre aux commerçants de ces pays de l'Alliance du Sahel, je me dis, écoute, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Le malheur du port de Cotonou fait le bonheur du port de Lomé. Donc, je dis, est-ce qu'on va parler de malsain? Ben, vous avez quelque chose que vous n'avez pas su bien gérer. Moi, je cherchais cette opportunité. Mais le problème que pose Ishola, on a dit ensemble, nous réglons un problème. Mais pourquoi quelqu'un parmi nous va-t-il jouer au plus intelligent et à chercher à tirer profit de la situation que nous dénonçons tous? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il y a quand même un problème. Là, franchement. Il faut déjà... tout est lié. Est-ce que entre le président béninois et le président togolais, c'était la lune de miel? Ah. Non, déjà vous là, savez, le problème. Ricky Amadougou était conseiller. En tout cas, elle était toute puissante au palais de Fort. On a mis la main sur elle. Elle aurait violé les règles de son État et puis on l'a présentée à qui de droit, s'est retrouvée en prison. Ce n'était pas du goût du président togolais, disons les choses clairement. Mais elle est béninoise quand même. Elle est béninoise. Elle a maille à pâtir avec son pays. Son pays. Mais pourquoi le président togolais va-t-il se sentir... on appelle ça échange de bons procédés. On est des hommes politiques, on se fait un certain nombre de concessions. Moi, je dis aujourd'hui, bon, le Togo profite de la situation et les trois pays de l'Alliance ont jeté leur dévolu sur le Togo. Ils ont dit, désormais, on va commercer avec toi. Moi, je veux gagner. Le Togo a besoin de gagner de l'argent. Le Togo veut développer son pays. Le Togo a besoin de devises. C'est ça la réalité. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on se dise que dans cette affaire de CEDEAO-là, chacun poursuit Dieu pour tous, hein. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, écoutez, Tinubu n'en souffre pas, mais le Bénin en souffre parce que le plus gros trafic de notre port venait des Nigériens, de nos frères de Burkina Faso, surtout qui venaient voilà. Et puis bon, ils se disent, écoutez, nous on vous apporte des devises, mais votre président était le premier à nous attaquer verbalement, à demander qu'on nous règle des comptes. Bon, si c'est ça, j'offre mes services à d'autres peuples. Ça, c'est dans la tête, ça. Maintenant, si nous revenons sur le plan politique, c'est que il y a eu une mauvaise stratégie. Le Bénin aurait pu penser comme le Togo pour dire, attention, ces gens-là... Ils me rapportent gros. Ils me rapportent gros. Donc, je dois être modéré, tempéré.
C'est ça qui n'a pas marché. Aujourd'hui, ces pays commercent avec Wagner. Vous avez fait Wagner ne prend pas de l'espèce. Vous donnez la possibilité à Wagner d'exploiter vos ressources minières, minéralogiques. C'est comme ça que Wagner fonctionne. Wow. Et c'est des milliards que Wagner tire. Et au-delà du fait, Wagner commet sur le terrain des exactions. Allez lire les choses. C'est pas ce qu'on nous présente là. Bon, c'est vrai que Wagner se présente en sauveur. Un mercenaire ne vient pas pour vos beaux yeux. Wagner, ce sont des mercenaires. Mais malgré ça, le Mali, le Burkina Faso, le Niger les préfèrent. Pourquoi? Mais oui, parce que, écoutez, c'est pas qui dit Wagner, dit Poutine. Vous avez vu quand Prigojine, Wagner, c'est un produit de Poutine qui pendant longtemps était de KGB, vous le savez très bien. Et quand Prigojine a voulu défier Poutine, très rapidement, il a remis à sa place. A réglé son compte. Donc aujourd'hui, c'est de la géopolitique. Les Russes, les Chinois, les Indiens, tout le monde veut prendre d'assaut l'Afrique. Tout le monde veut prendre d'assaut l'Afrique. C'est l'Eldorado. Parce que le sous-sol africain... C'est un converge. Écoutez, je vais faire un clin d'œil, regardez ce qui se passe en RDC. On reprocherait à la France de s'appuyer sur le Rwanda pour piller la RDC. Vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, tout le monde veut venir prendre sa part du gâteau en Afrique. Et Wagner a commencé... Quand vous lisez ceux qui ont fait des études sur Wagner, au-delà de ce que nous voyons, Wagner a aidé ces trois pays-là à se libérer de la France, mais il y a des exactions qui sont commises. Il y a des populations qui sont tuées. On paye pas Wagner en espèces. Donc, pour moi, Wagner n'est pas le messie envoyé. Wagner fait son business. C'est du business. Je vous mets de la compétence, je mets à votre service de la compétence et des armes sophistiquées, mais vous ne pouvez pas me payer en numéraire, vous me donnez la possibilité d'exploiter votre or, votre pétrole. Et puis c'est comme ça. Donc, même tabac. C'est une nouvelle forme de colonisation. Vous vous rappelez qu'au Gabon, quand Ali Ben Bongo est arrivé, il a bouté les Français dehors, il a remis ça aux Chinois. Ça a posé problème. On dit pourquoi tu nous chasses et tu remets ça aux Chinois, ça pose un problème. Vous avez vu comment il a fini. C'est comme ça, c'est la guerre des grands qui se joue sur le terrain des petits. Donc c'est comme ça. Wagner n'est pas au-delà de ce qu'on dit, mais je dis, il faut que les Africains prennent conscience. Pourquoi ces Blancs-là sont-ils obligés de venir nous soutenir? Qu'est-ce qu'on a? Vous savez, quand tout le monde converge vers la même femme, tous les hommes, tous les beaux dragueurs vont vers la même femme, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Quelle est cette énergie qu'elle dégage qui nous attire forcément? L'Afrique est cette belle femme que l'on cotise. On dit bon, pardon, c'est une belle femme. Qu'est-ce qu'elle a de beau? De si beau. Donc l'Afrique tout le monde intéresse l'Afrique. C'est vrai que le port de Lomé se développe au détriment du port de Bénin. Ça va poser un problème au niveau du rapport de bon voisinage. Ça va poser un problème de bon voisinage. Et nos opérateurs économiques préfèrent aussi désormais faire leurs affaires là-bas, parce que notre port ne respire plus bien, parce que les gros importateurs ne viennent plus. Donc c'est un problème d'intérêt. Chacun tire le drap de son côté, chacun prend son beefsteak. Et puis bon, le biberon que l'AS nous a arraché, le Togo l'a accueilli vraiment et offre chaque jour des opportunités aux gens pour venir faire les affaires chez lui. Si vous voulez louer une maison, l'autre dit, écoute, je te loue ma maison à 50 000, je te laisse la terrasse, mais je paie l'eau. Et que l'autre dit là-bas 100 000, tu vas payer l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Je prends ce qui m'arrange. C'est ce que le Togo fait. Chaque jour, le Togo prend des mesures pour permettre aux gens moi, j'ai vu des commerçants nigériens au Bénin qui sont contents des opportunités, des facilités que le Togo leur offre. Bon, qu'est-ce que veut le peuple? Le pain et la paix. Et puis, basta, on continue, quoi. Que les hommes politiques, que les chefs d'État ne veuillent pas comprendre que, au-delà de leur personne, ce sont leurs compatriotes qui font les affaires. Ce sont les gars petits qui font les affaires. Et dans cette affaire-là, quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Donc, c'est le peuple nigérien, le peuple béninois, c'est ceux-là qui en pâtissent. Les présidents, eux, ils ont de quoi manger jusqu'à la fin de leur mandat. Ils ont tout, hein. Mais le peuple le petit citoyen, le petit commerçant qui doit aller chercher l'avion à Niamey pour venir le vendre, il est bloqué. Vous m'avez dit, mon cher Peggy, vous m'avez demandé tout à l'heure, mais et le Togo,
prône quelle CEDEAO? C'est la CEDEAO des intérêts égoïstes. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de regarder le peuple pour faire. Ici, la décision vient du sommet. Et donc, c'est le numéro 1 de ce pays qui s'en sustente à volo. Et puis, ça l'arrange et tout ça. Et puis, il faut faire en sorte que ceux qu'on appelle souvent les envieux, ceux-là, puisque ils pouvaient, n'est-ce pas, se retrouver finalement les envieux. Oui, c'est nous, oui, les envieux, oui. Les bêtes. Oui, c'est nous autres, les Béninois, les Togolais ont cette habitude-là, une mauvaise habitude de nous qualifier de envieux. Et pourtant, les peuples sont ensemble, tout ça là, tout ça. Les Basques sont ensemble. Si vous-même, vous n'arrivez pas à démontrer votre intelligence. Mais quelle intelligence s'agit-il ici? Il s'agit d'intérêt. Mon cher René l'a rappelé. L'a longuement rappelé tout à l'heure. Oui. C'est les intérêts, c'est tout. C'est la guerre des intérêts. Pendant qu'on pense sereinement à régler les problèmes de sécurité, il y a d'autres qui pensent à leurs intérêts. Ah ben oui, oui, c'est le cas ici. Vous l'avez qualifié tout à l'heure. Vous m'avez aidé à le qualifier de troublion, effectivement, puisque nous sommes au sein d'un creuset. Et puis toi, tu profites de la situation. Tu es là, ensemble, vous prenez la même décision. Tu es là, tu écoutes tout toi-même. Tu es là, n'est-ce pas? Tu es là, inactif. Et puis tu es dans l'inertie. Et puis après, dès que tu sors de là, les gens n'ont pas vu le Togo venir. Le Togo s'est offert entre-temps. A offert ses services de bons médiateurs pour le Mali entre-temps. Le Togo, Faure Gnassingbé s'est rendu plusieurs fois au Mali pour aller faire entendre raison, évidemment, aux putschistes. C'est ce qu'on nous avait dit. J'ai dit, il y a de quoi. Finalement, on comprend maintenant ce qui se faisait. Voilà, il y a de quoi que le courant passe. Ils sont tous des militaires. Non, Faure n'est pas militaire. Ils sont tous des militaires. Faure n'est pas militaire. Mais il est soutenu par les militaires, non? Son pouvoir, c'est basé sur quoi? Mais c'est ça, non? Non, mais c'est un régime civil. Régime civil? Oui, dans lequel il y a des généraux. Mais si vous interrogez même les Togolais, ils vous diront le contraire. D'accord? Ils vous diront le contraire. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un aspect à battre en brèche. Cela ne vaut pas ici. Non, c'est un régime militaire. C'est un régime civil au Togo. C'est vous qui le considérez ainsi. Entendons-nous. J'ai dit, si vous vous amusez un peu à interroger les Togolais, ils vous diront le contraire. Et donc, désormais, au-delà de tout ce que nous disons, puisque c'est ça l'essentiel, il va falloir que les dirigeants de la CEDEAO prennent suffisamment de la hauteur pour entreprendre un certain nombre de réformes. Pas aller dans le sens forcément des doléances. Donc, il y a nécessité de réformer. Il y a oui, il y a l'impérieuse nécessité, dira-t-on, n'est-ce pas, au regard des mutations actuelles dans le monde entier. D'accord? Et puisque nul ne peut jamais évoluer en autarcie, il va falloir se revoir, s'asseoir autour d'une table. Ah, voilà, sur ce dossier-là, précisément, nous nous sommes cassés la figure. Désormais, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux rassembler? C'est ça l'essentiel. D'accord? Ça fait partie également des réformes. Mon cher René l'a souligné tout à l'heure. Il l'a souligné. Ouattara, Amalaji, bon, il a effectué un coup d'État constitutionnel, mais personne n'a rien dit. D'accord? C'est le doyen, quand même. Macky Sall, il manumelle son peuple. D'accord? Dans l'intention d'un troisième mandat. Et puis, aujourd'hui, cela est devenu comme un syndrome qui attaque beaucoup de chefs de l'État. Et donc, qui envahit beaucoup de chefs de l'État. Et puis, lorsqu'on finit son deuxième mandat, on cherche par tous les moyens, on cherche des combines pour susciter un troisième mandat. Suivez mon regard. D'accord? Et puisque cela se passe ainsi, il faut qu'ils intègrent ça désormais dans les textes de la CEDEAO. Et coups d'État militaire et coups d'État constitutionnel sont proscrits. D'accord? Avec la dernière rigueur. Désormais, c'est proscrit. Que vous fassiez un coup d'État constitutionnel, vous êtes un civil, vous faites un coup d'État constitutionnel, vous êtes à condamner. Et vous méritez des sanctions. Et à ce niveau-là, il va falloir désormais laisser les peuples et prendre des sanctions au sommet. Des sanctions ciblées, comme on le dit. Je serais à la place de Babati Noubou, par exemple, j'aurais incité les autres organisations, la communauté internationale à prendre des sanctions contre les putschistes qui sont au pouvoir. C'est ça. Et non prendre des sanctions qui vont, n'est-ce pas, en pâtir au minimum vital du peuple. Puisque ce ne sont pas eux qui ont fait le coup d'État. Ceux qui ont fait le coup d'État sont là et ils sont venus pour s'enrichir, disons les choses. On a parlé tout à l'heure de guerre d'intérêt, ils sont venus pour s'enrichir. Ceux qui dénoncent là,
ils vont le faire encore pire. D'accord? Ils vont le faire encore, et je ne sais pas, puisque nous parlons de leurs intérêts égoïstes, ils vont s'enrichir. Nous sommes à la fin de l'émission. Ils vont suffisamment gaver leurs poches de ressources, et puis ils vont tomber encore dans les mines travers. Et à ce niveau-là, j'exhorte les peuples. Au-delà de ce que nous disons, moi je voudrais qu'au niveau de la CEDEAO, a en son sein des sachants, des fins stratèges. Il faut réformer la CEDEAO. Il faut revoir les textes constitutifs, il faut voir le règlement intérieur, il faut intégrer les nouvelles réalités. Il faut désormais intégrer les réalités du coup d'État. Le coup d'État est constitutionnel et militaire. Il faut apprendre au président de la CEDEAO à bien gérer. Parce que là aussi, c'est pas forcément tripatouiller des tests, mais quand il y a mauvaise gouvernance, écoutez, Bazoum, les gens lui reprochaient de faire du jour avec l'argent du contribuable nigérien. Et puis, bon, celui qui lui a fait le coup, c'est les gens sont proches de lui. Regardez ce qui s'est passé en Guinée. On dit qu'on voit le président, on a retrouvé des millions dans la maison du président, c'est une banque. Donc, il faut intégrer ces réalités-là dans la CEDEAO pour dire, si vous venez au pouvoir, faites les choses convenablement. Si vous ne faites pas les choses convenablement et que les coups d'État arrivent, on ne va plus vous soutenir. Moi, il y a des coups d'État. Regardez ce qui s'est passé à Abidjan avec Ouattara, où il y a eu des casses. Personne n'a rien dit. Macky Sall, personne n'a rien dit. Maintenant, bon, c'est quand médecin après la mort, il faut que la CEDEAO cesse d'être médecin après la mort. Merci beaucoup. J'allais dire beaux propos pour conclure cette émission. Il faut que la CEDEAO cesse d'être jouée au médecin après la mort. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civra de Glody Bibi, c'est le pire.